voir, le président d'université n'a pas forcément la communication. Je ne sais pas comment ça se passe à Paris 8, mais ça n'est pas systématique qu'il ait tous les invités. Puis surtout, il ne sait pas forcément ce que vont dire ses invités. Donc. On va parler beaucoup de sujets abordés avec vous. On va parler des retraites. Sébastien Lecornu a acté hier la suspension de la réforme des retraites. C'était moins clair pour Emmanuel Macron, mais enfin, manifestement, c'est la version Lecornu qui va s'appliquer. Est-ce que c'est bon à prendre ? Ben bien sûr, c'est bon à prendre, cette suspension. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Moi, je sors de l'Assemblée au moment où je viens vous voir. Et ce qui est présenté et ce qui est mis sur la table des députés est assez grave, parce que c'est vraiment une attaque en règle contre les malades, contre ceux qui doivent prendre le taxi, qui ont des affections longue durée, qui ont des indemnités journalières parce qu'ils sont en arrêt maladie. Enfin, c'est vraiment quelque chose, je trouve que c'est un peu historique même, ce qui se passe là sur le projet de loi de finances du PLFSS. C'est vraiment une casse en règle et aller chercher de l'argent sur vraiment les personnes les plus vulnérables. Par exemple, les apprentis, les enfants qui sont apprentis, ou les adolescents, les jeunes adultes qui sont apprentis, qui gagnent le SMIC divisé par 2. Enfin, voilà. Et c'est sur eux qu'on va aller chercher des cotisations sociales. Alors, c'est sur les chèques restaurants, c'est sur les chèques vacances. C'est dingue. Ce qui est en train de se passer à l'Assemblée en ce moment est dingue. Alors, pour résumer, quand vous avez vu que les socialistes ou le PS avaient réussi à tordre le bras du gouvernement, c'est-à-dire à obtenir ce qui finalement, comme disait Gilles, était la suspension, est-ce que vous vous êtes dit, bien joué, il faut mieux négocier pied à pied avec l'exécutif plutôt que de la stratégie qui est plutôt traditionnellement celle de LFI ou des écologistes, qui est de dire de toute façon on va censurer. Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous êtes dit ça ? Et est-ce que maintenant vous avez l'impression qu'avec tout ce que vous dénoncez, vous allez réussir à renverser la vapeur ? C'est-à-dire, en gros, vous dites que vous voudriez exercer le pouvoir, mais si manifestement vous n'êtes pas en mesure face aux opposants de faire valoir vos idées, comment faites-vous ? Eh bien, j'ai répondu presque déjà dans ce que je viens de dire. C'est que oui, il y a la suspension des retraites et c'est très important pour les personnes qui sont concernées. Alors, on parle de 3 millions de personnes, mais en fait, on compte y compris ceux qui ont juste 3 mois de décalage. Mais bon, ceci dit, ce sont des personnes qui sont concernées et pour elles, c'est important. Après, quand je vois ce qu'il y a dans le reste du PLFSS, je me dis, mais en fait, cette non-censure a poursuivi, a continué à encourager finalement un macronisme encore quelques semaines, encore quelques mois. Et je pense que la France est en train de craquer ce macronisme. Dites-vous aux socialistes, là, par exemple, imaginons que vous soyez face aux socialistes, j'imagine que vous les avez fréquentés toute la journée, vous leur dites quoi ? Vous leur dites, il est temps de... Qu'est-ce que vous leur dites ? Mais j'ai même appelé Olivier Faure juste avant le vote de la censure pour lui dire tu fais une erreur. Je pense que là, ce qui est en train de se passer est une mise en danger extrêmement grave de nos hôpitaux publics. C'est une mise en danger de toute notre protection sociale en réalité. Et donc je lui dis, en fait, on peut pas. C'est vrai que c'est une petite victoire la retraite et je ne leur nie pas ça. Ils l'ont eu, mais à quel prix ? En fait, c'est ça le sujet. C'est pour avoir cette victoire-là, quel est le coût dans la vie des Français et Françaises ? Et en fait, j'aimerais que l'on fasse ce calcul. Alors, d'autant que je vais amener de l'eau à votre moulin, puisqu'on apprend que la suspension de la réforme des retraites coûtera 1,4 milliard d'euros et que le gouvernement veut récupérer ce 1,4 milliard et que donc ça sera par la taxe sur les mutuelles qui passerait de 2,05% à 2,25% et par la sous-indexation des retraites qui devait être de 0,4 points et qui sera de 0,5 points. Mais pas que ça, doublement des franchises. Non mais ça c'était déjà là, c'est pas la conséquence de la suspension. Ça n'était pas là, enfin les deux ont été annoncés en même temps, le doublement des franchises, limitation des affections longue durée pour les troubles musculo-squelettiques et pour les dépressions. Il faut comprendre qu'aujourd'hui l'essentiel des demandes d'arrêt de travail parce qu'il y a un mal-être au travail, les affections longue durée, il ne faut pas laisser croire que les affections en question ne seront plus prises en charge. Non, je ne dis pas ça. Je dis limitation des affections longue durée, notamment sur les troubles musculo-squelettiques. Ce qui n'est pas lié directement à l'affection de longue durée, voilà, ne sera pas forcément prise en charge. C'est-à-dire que si vous avez un cancer, toute la thérapeutique... Non, il y a aussi tout un volet en amont de la mise en affection longue durée qui va limiter l'accès à ce statut d'affection longue durée. Et donc, je vous dis, parmi
les pathologies qui vont être moins couvertes par l'affection longue durée, c'est par exemple les troubles musculo-squelettiques. Et en fait, c'est un des troubles majeurs aujourd'hui sur le corps des personnes qui travaillent, et particulièrement qui travaillent sur les emplois les moins qualifiés, donc ceux qui sont les plus durs, les moins bien payés, C'était juste pour préciser ce que disait Gilles, c'est que les gens qui nous regardent, qui ont une maladie, une maladie, personnes, je vous dis, un cancer, je sais pas quoi, mais vous serez quand même moins bien remboursés sur le reste, sur des choses qui n'ont aucun rapport, que tout le monde pourra avoir. Mais je vous dis pas qu'il faut être pour, je dis qu'il est important de le préciser. Oui, et je le précise, et vous avez raison, c'est sur les soins dits annexes. Mais qu'est-ce que c'est des soins dits annexes? C'est par exemple des soins de kinésithérapie, par exemple. Ça peut être des soins de massage pour détendre des muscles, etc. En fait, ça peut être des soins qui peuvent être extrêmement importants. Et à la fin, c'est du reste à charge supplémentaire ou c'est de la moins bonne prise en charge. Alors, à votre avis, pourquoi les socialistes se sont engagés là-dedans? Est-ce que c'est ils se sont fait piéger, comme l'ont dit certains? Du côté des socialistes, ils ont eux-mêmes dit que c'était un pari risqué. Est-ce que c'est par peur de la dissolution? Pour garder leur siège? Qu'est-ce qu'il a appris, d'après vous? Je pense que les socialistes voulaient se différencier du nouveau Front populaire et qu'ils ont utilisé cela. Maintenant, je dis, vous êtes socialistes et donc regardez ce qu'il y a dans le projet de loi de finances. Regardez aussi toute l'attaque qu'il y a sur l'économie sociale et solidaire. Il y a la menace de 90 000 licenciements. En fait, c'est pas rien. Enfin, j'ai l'impression de parler un peu dans le vide là, mais c'est important. En fait, je comprends pas bien parce que vous disiez, donnez-nous le pouvoir, nommez Lucie Castet ou qui vous voulez à Matignon, et on ira négocier devant cette assemblée, et parfois on obtiendra des choses, parfois on perdra. Cette assemblée, c'est les Français qui l'ont voulu, et tout ce que vous dites là, puisqu'il n'y a pas de 49.3, ce n'est plus le gouvernement qui l'impose, ce sont les députés, les représentants de la nation, qui le votent. C'est bien mal connaître le fonctionnement du Parlement, puisque là, c'est la copie du gouvernement qui est sur la table. Mais l'amendement, vous avez la gauche, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? La gauche unie. Les 4 groupes de gauche ont essayé de réintroduire la taxe Zuckman au Parlement. Ça a été battu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça a été voté en première instance à l'Assemblée nationale. Non. Et là, en amendement du budget, ça a été battu. Ça a été battu, oui. Et en fait, c'est ça que vous n'avez jamais, je pense, voulu entendre. C'est que à partir du moment où, en 2024, le nouveau Front populaire avait l'avance, pas la majorité, l'avance, eh bien, nous proposions des textes qui étaient issus de notre programme. Et après, ça débattait. Et voilà, mais c'est ce qui s'est passé avec la taxe Zuckman, avec le même Parlement. Sauf qu'on n'aurait pas mis sur la table, des textes qui augmentent la prise en charge des transports pour les personnes qui doivent aller à l'hôpital et qui ont des cancers. On l'aurait jamais mis sur la table. Et ça changeait tout, en fait, parce que ça voulait dire que, du coup, les Républicains, par exemple, auraient été obligés de mettre un amendement en disant, on va augmenter les coûts de transport, et ils seraient allés devant leurs électeurs en disant, regardez, nous, on a mis un amendement pour augmenter vos coûts de transport pour aller à l'hôpital. Voilà. Et ils n'auraient jamais fait ça, en réalité. Et c'est ça que ça a changé. Et j'ai bien vu que c'était très difficile à expliquer. Mais ça change tout, en fait, la copie initiale. Parce qu'après, vous pouvez corriger une copie, mais vous n'en changez pas la philosophie. À partir du moment... Alors, est-ce que vous considérez quand même qu'il y a des économies à faire, qu'il y a une dette qui est... je ne vais pas en faire un concours de superlatifs, et que au moment du PLFSS, il faut également faire des économies. Est-ce que ça, vous êtes d'accord, ou vous dites simplement... Même si c'est beaucoup moins que ce qu'avait prévu François Bayrou, et c'est ce que Sébastien Lecornu vous a dit, est-ce que vous considérez que s'il y a quand même une nécessité? Je ne peux pas vous répondre en l'état, dans la mesure où vous ne parlez que d'économie, vous ne parlez pas de recettes supplémentaires. C'est-à-dire que oui, il faut diminuer le déficit. Oui, il faut diminuer le déficit. Enfin, ça, je suis d'accord avec vous. Le déficit, on ne peut pas le faire. Non, mais diminuer le déficit, ça n'est pas juste baisser les dépenses. Et c'est ça l'erreur que font les macronistes de manière permanente. Est-ce que vous allez essayer, puisque la taxe Zuckman a été retoquée, est-ce que vous allez essayer en séance, les partis de gauche? On a reçu une parlementaire socialiste hier qui nous disait oui, c'est pas la taxe Zuckman ou rien, on va essayer de créer François Hollande qui dit une nouvelle taxe qui ne sera pas la taxe Zuckman. Enfin, est-ce que vous allez vous mettre d'accord pour essayer d'en trouver une que le gouvernement pourrait accepter, puisque le Premier ministre a dit oui, il y a un problème de justice fiscale. Il nous en propose déjà une sur les holdings qui ne couvre pas 95% qui elle aussi a été battue. Donc je vous dis oui, on va essayer de tout faire. Enfin moi je vais passer là mes journées et mes nuits à partir de lundi à l'Assemblée nationale pour essayer de tout faire pour que véritablement les gens les plus modestes en France, qui ont vraiment pas le sou, qui sont dans la débrouille, ne sortent pas de leur porte-monnaie, mais que ce soit ceux qui ont de l'argent
qui puissent cotiser davantage. Donc vous ne dites plus c'est Zuckman ou rien. Mais de toute façon, si c'est pas passé, c'est pas passé. Enfin, je veux dire, je suis respectueuse de la démocratie, en fait. C'est quelque chose de précieux, la démocratie. Et d'ailleurs, je m'inquiète de ces attaques régulières. Les socialistes, c'est quoi? Donc vous dites, il faut qu'ils comprennent, etc. Désormais, les socialistes, pour vous, c'est quoi? C'est des partenaires, c'est des alliés, c'est des adversaires? Comment vous les jugez? C'est un peu à eux de le dire, en fait, plus qu'à moi. C'est à eux de nous dire ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils l'ont dit un accord programmatique. Ils ont dit un accord programmatique avec LFI est absolument inenvisageable. Ce qu'ils veulent, c'est faire un accord avec les communistes et vous. Mais oui, mais moi je dis sur quelle base en fait? Parce que si derrière vous acceptez ce qui est finalement la poursuite sous perfusion du macronisme et de l'impact que ça a et sur la structure sociale, mais aussi sur la vie très concrète des gens, moi, je ne vous suivrai pas là-dedans. Après, je ne suis pas seule dans les écologistes, mais moi, je vous dis, je ne vous suivrai pas. Moi, je veux une politique très ambitieuse en matière d'écologie, mais je veux aussi que les gens vivent bien, vivent mieux. D'accord, mais ce qu'on essaie de comprendre, ce qu'on essaie de comprendre, c'est de fixer un peu des points de divergence et des points d'éloignement des uns par rapport aux autres. Les socialistes veulent bien, disent-ils, travailler avec vous, avec les écologistes. Alors, Marine Tondelieu est parfois difficile à suivre, mais on en parlera tout à l'heure. Et vous, on ne sait pas si vous êtes, comme certains disent, une succursale de LFI. C'est pas moi qui ai inventé l'expression. Ou si vous êtes PS compatible. En gros, si le PS veut travailler avec quelqu'un, est-ce que vous, l'équidistant, est-ce que vous êtes équidistant de LFI et du PS, ou alors vos valeurs, votre programme penche plutôt d'un certain côté. Et moi, j'ai travaillé et je continuerai à travailler avec le PS sur des textes de loi. Je l'ai fait, par exemple, sur la psychiatrie, la santé mentale, et je l'ai fait avec des députés du Parti socialiste. À l'Assemblée, là, nous sommes en train de travailler sur le projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Je travaillais avec Jérôme Guedj sur ce texte. Je veux dire, je suis... J'ai l'impression des fois qu'on nous représente comme des gens qui ne parlons pas, on se croise dans les couloirs sans dire bonjour, etc. C'est pas du tout ça. Nous sommes animés nous sommes animés de l'intérêt supérieur des Français. Enfin, vraiment. Après, je vous le dis, je voudrais que si c'est par exemple un PS où c'est Bernard Cazeneuve et Carole Delga, je leur pose la question, mais où est l'écologie dans votre... plus membre du PS. Où est non, c'est-à-dire vous êtes plus avec le PS tendance. Mais je leur dis, qu'est-ce que vous faites sur l'écologie, par exemple? Parce que si c'est pour faire la 69, jamais je n'irai. Jamais je n'irai. Voilà, c'est pas un soin, c'est l'autoroute Toulouse-Cage. Je voudrais qu'on regarde un sondage. Oui, mais c'est une des luttes écolo les plus importantes du moment. Vous, en gros, vous êtes partisane d'un certain radicalisme, d'une certaine radicalité. Mais moi, je suis même pour qu'on sorte du système productiviste, et c'est une question que je pose à toute la gauche, et les filles compris, d'ailleurs, je vais vous dire, c'est de dire, mais en fait, on en est où vis-à-vis de la croissance et du productivisme? Parce que si c'est pour juste faire plus de redistribution dans le même système économique, et qu'à la fin, on arrive dans le mur climatique de la même manière, ça m'intéresse pas spécialement non plus. C'est ça que j'essaye d'ouvrir en politique. C'est une nouvelle voie. C'est de dire que le productivisme, la croissance, le PIB, c'est pas ce qui fait notre bonheur. Et qu'en fait, ce qui fait notre bonheur, c'est d'avoir du logement, de la nourriture, des liens, une école, de l'hôpital. Et qu'en fait, c'est ça, se faire du bien, c'est ça, être heureux, c'est ça notre véritable quand tout le monde richesse. Considère qu'on peut faire tous ces investissements et tous ces progrès s'il y a une plus grande quantité de travail, parce que ça permettra de capter plus d'impôts, plus de cotisations, plus de tout ce que vous voulez, et que ça permettra de faire baisser le temps de travail à terme et tout ça, c'est pas non plus totalement incompatible, votre nouveau modèle. Que pour l'instant, je vous fais quand même remarquer que pour aller chercher un demi-point de croissance, il faut travailler plus, faire des heures supplémentaires non financées. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, la croissance, il y a une base matérielle à la croissance. C'est ça que l'on oublie systématiquement. Dans la croissance, pour faire de la croissance, certes, vous avez des services, mais vous avez aussi tout un tas de biens, de production qui nécessitent... Je veux dire une prédation sur la planète? Qui nécessite des ressources naturelles, qui nécessitent du béton, qui nécessitent de l'espace, des matières, etc. Et que aujourd'hui nous sommes en train de crever de cela au sens premier du terme. Donc je vous dis, la croissance ne peut pas être considérée comme une richesse si elle met en danger nos propres conditions de vie. Donc je voudrais que nous interrogions les biens dont nous avons et les services dont nous avons absolument besoin, comment les conserver, l'eau par exemple qui est absolument indispensable,
comment on fait pour le conserver? Comment on fait pour faire en sorte que tout le monde ait un vrai logement dans lequel il est digne de vivre? Mais après, si on ne s'achète pas les 3 dernières nouveautés, ben en fait, voilà, c'est pas grave. Et c'est c'est ça l'espace que j'essaye d'ouvrir en politique. Et j'entends bien qu'il est souvent caricaturé, mais en fait, je pense que nous vivrions mieux dans ce monde-là que dans celui dans lequel nous vivons actuellement. Je vais vous ramener à de la politique, parce que quand je parlais de radicalité, je parlais de votre, du combat politique. Vous voulez, indépendamment du projet de société que vous portez, vous voulez une certaine radicalité dans le combat politique. Ce qui est très exactement l'inverse de Sébastien Lecornu, qui dit qu'il faut essayer de discuter et de trouver des consensus, que vous allez trouver peut-être des consensus mous. Je voudrais qu'on regarde un sondage. Celui qui progresse le plus en ce moment parmi le personnel politique, c'est Sébastien Lecornu, qui est le seul à s'immiscer dans les plus populaires parmi tous des leaders qui sont soit d'extrême droite, soit républicains, mais très à droite des républicains. Je pense à Bruno Retailleau. Ça vous interpelle quand même, le fait de voir que quelqu'un qui propose une démarche à l'inverse de la vôtre, c'est-à-dire une démarche de petits arrangements, ça fonctionne dans l'opinion? Ça fonctionne parce que pour l'instant, on en est à la phase des petits arrangements et qu'on ne voit pas les effets très concrets que ça va avoir. Et moi, je vous fais le pari que le jour où on voit les effets très concrets... Mais c'est peut-être que les Français ont envie d'apaisement. Mais oui, mais peut-être aussi qu'ils ont envie de ne pas être malades, peut-être aussi qu'ils ont envie d'avoir une véritable école. Ça, je vous le garantis. Qu'ils ont envie d'avoir une véritable école qui a un véritable service public. Certes, les Français ont pas envie d'être malades. Vous savez qu'aujourd'hui, le métier d'enseignant, qui était un des métiers les plus valorisés en France, qui était les plus attractifs, il n'y a pas assez de candidats pour venir. Donc, je veux dire, c'est nos enfants. Sandrine Rousseau, il n'y a pas de plan. Oui, mais il se trouve que là, je parle de politique. Je sais que c'est pas bien. Ben bon, on parle de politique. Mais bien sûr, mais là, on a un leader politique qui oui, et je vous dis là, veut, à l'inverse peut-être du président de la République, veut discuter avec les uns et les autres. Oui, et on a constaté, Nathalie et moi, que il trouvait une certaine écoute chez les Français. Eh bien, je vous réponds. Pour l'instant, tant qu'il est dans essayer de trouver la solution, je suis sûre qu'en effet, il monte dans les sondages et vous le montrez. Je vous dis maintenant, une fois qu'on verra ces solutions et une fois qu'on verra les effets que ça a sur la vie des gens, je vous garantis, et je prends les paris aujourd'hui devant vous, qu'il chutera. Voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes au bout d'une politique qui brutalise, en quelque sorte, les gens, contrairement à une société française qui est plus progressiste qu'on ne le pense et qu'on veut le penser. Et sur la quantité de travail, par exemple, sur l'augmentation de la quantité de travail sur les retraites, tous les autres pays européens qui ne brutalisent pas forcément leur opinion le font. C'est pas être. Il y a pas forcément une exception française qui fait que, comme si vous dénoncez la politique comme si on était spécifique. Regardez ce qui s'est passé en Italie, regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui se passe en Espagne. Pedro Sanchez, c'est pas un dangereux. Pedro Sanchez, par exemple, il expérimente de manière massive la diminution du temps de travail en Espagne. Et la retraite, donc voilà. La retraite a été repoussée sans que ce soit un drame pour les. Non mais ok, sauf que il expérimente la semaine de 4 jours. Si les personnes qui font le ménage et qui ont des mal aux bras, aux épaules, etc., elles travaillent que 4 jours par semaine, bah peut-être qu'on peut rediscuter de la durée durant laquelle elles travaillent éventuellement. Mais en fait, là aujourd'hui, on a la double peine, c'est-à-dire qu'on a à la fois les 35 heures qui sont en train de s'éloigner comme horizon, et on est plutôt autour de 37 voire 39 heures de travail, et de l'autre côté, on nous augmente le nombre d'annuités. Je vais vous citer juste un exemple, si vous me laissez une microseconde. Je discutais ce matin avec une femme de ménage de l'Assemblée qui s'est coupé les cheveux. Elle avait les cheveux courts alors qu'avant elle se faisait une queue de cheval. Je lui dis, ça vous va bien votre nouvelle coupe? Et elle me dit, mais vous savez, je ne l'ai pas fait pour être plus jolie. Je l'ai fait parce que je n'arrive plus à lever les bras pour me coiffer. C'est-à-dire qu'en fait, cette femme, elle est à 3 ans de la retraite, elle n'arrive plus à lever les bras pour se coiffer. Et en fait, c'est à ces gens-là qu'on va refuser l'affection longue durée. C'est à ces gens-là qu'on va diminuer les indemnités journalières. Et en fait, moi, je ne me reconnais pas dans ce projet de société. Et après, je vais vous dire, si nous nous présentons face aux Français et Françaises et qui disent, bah, c'est pas votre projet, nous, on veut travailler plus, etc., et ben, ce sera la démocratie. Ce sera la démocratie. Alors, justement,
C'est pas, évidemment, ce ne sont pas des élections, mais c'est une enquête. C'est l'enquête Fracture française faite auprès de 3000 Français par des instituts sérieux pour Le Monde et la Fondation Jean Jaurès, qui ne sont pas des officines d'extrême droite à ma connaissance. EELV capable de gouverner le pays en pourcentage de oui. En 2020, vous étiez à 32%. Vous avez perdu 10 points, c'est-à-dire, en gros, le tiers de votre capacité à gouverner. Alors, je ne sais pas si c'est la radicalité de vos propositions, mais enfin, l'écologie... En 2020, j'arrivais en politique dans la primaire des écologistes et que je tenais le haut de la ligne politique de EELV. L'écologie politique est de moins en moins considérée comme capable de gouverner le pays. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais ça m'inspire qu'on a un sujet autour du déni véritable de la question écologique, et que quand on parle pas d'un sujet qui est au cœur de notre ligne politique, bah évidemment on recule. Et puis peut-être qu'en effet il y a des gens qui ne voient pas la société que nous proposons. Enfin, peut-être que nous avons des énormes progrès à faire, et je n'en doute pas. Sauf qu'à un moment donné, moi je vous dis, je suis une ligne, et les gens peuvent l'apprécier ou ne pas l'apprécier. Mais à la limite, votre ligne, on la connaît, on la voit. Je sais pas si vous la connaissez, donc ça me... Si, un peu quand même. En tout cas, on voit les différences avec certaines autres. Est-ce que les écologistes ne pêchent pas par un côté trop politique, justement? Ça, je suis bien d'accord avec vous. Je m'explique. C'est-à-dire que on a des écologistes, et on est même connus pour ça, qui sont presque plus politiques qu'écologistes. Quand aujourd'hui, en pleine crise, avec quand même un certain nombre de choses, on apprend la candidature de Marine Tondelier, et c'est pas exactement la chose qu'on attendait. Enfin, on attendait. Moi, ça ne me fait ni plaisir ni pas plaisir. Simplement, est-ce que c'est, pour l'image des écologistes, quelque chose qui tombe pile au moment où on le voulait? On va voir sa déclaration de candidature dans le Nouvel Obs, je crois, Marine Tondelier, qui a pris la décision, voilà, avec un tailleur vert. Marine Tondelier, pourquoi je suis candidate à l'élection présidentielle? Je trouve que ce calendrier est le pire qui puisse être. Voilà, je me suis battue en interne pour que ça ne soit pas ce calendrier. Je continuerai à me battre pour que, là, dans un moment où on est en train de voir le budget, et encore avec tous les aspects dont on vient de parler, dans un moment où on risque la censure, la dissolution, dans un moment où il y a aussi les municipales, où les sondages ne sont pas forcément excellents, ce moment-là est un moment, au contraire, de mobilisation générale, et de ne pas être dans une bataille qui me semble être à contretemps. C'est-à-dire que aujourd'hui, le temps, là, est à sauver le parlementarisme, la démocratie, et derrière les municipales, qui est un échelon extrêmement important pour bien des gens, et qu'en fait c'est ça, et toutes nos forces, toute notre énergie, toute notre puissance militante, qui est pas énorme, mais qui devrait être tournée vers ça. Je suis absolument d'accord avec ça, et je regrette absolument, mais voilà, je n'ai pas été informée du calendrier. Et on vote dans ces cas-là, parce que moi je connais pas la désignation du candidat, ça se fait quoi? Parce que je vois plein de trucs bizarres. Elle est candidate à la primaire de la gauche, elle n'est pas candidate à l'élection. C'est tout le flou, hein, c'est tout. Enfin, c'est une question. C'est tout le flou. Non, mais normalement, on a un processus interne dans lequel moi je refuse d'aller, parce que c'est un processus qui n'a aucun sens. Et après, il y a la supposément primaire de la gauche, mais dont on sait même pas si elle va exister. Et c'est pas qu'on manque de candidats à gauche par ailleurs. Donc en fait, je ne sais pas comment tout cela va se passer. Et je pense surtout que là, il y a vraiment des choses extrêmement concrètes, immédiates à faire. Voilà, et je veux, en tous les cas, vraiment dire aux Français et Françaises qu'on ne les oublie pas sur ce plan-là, et que vraiment nous nous battons, et que nous passons nos nuits actuellement à l'Assemblée pour le faire. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, on fait certainement trop de politique et pas assez d'écologie. La patronne du parti, c'est Marine Tondelier. C'est elle, enfin, c'est la direction qu'elle a donnée au parti que vous visiez? Pas du tout. Je dis juste que moi je suis une ligne, et que il y a des fois où je ne comprends pas les choses, et là en l'occurrence ce calendrier me semble à revers d'un moment extrêmement stressant, angoissant, pour les personnes qui nous écoutent. Parallèlement, il y a quand même des choses étranges dans les modes de désignation. À LR, on n'a toujours pas compris comment ça allait se passer non plus. Je sais pas comment prendre la comparaison entre LR et EELV. Je compare au Rassemblement National, là, il y a la justice se mettra entre les deux, mais il devrait pas y avoir dans un parti démocratique un mode de désignation, il y en a. De sélection. Chez vous, on vote, puisque vous étiez candidate contre Yannick Jadot, vous aviez perdu de très peu, si je me souviens. Dans une primaire ouverte à la société civile, et on avait 120 000 inscrits à cette primaire. Là, le processus de désignation interne que je désignais comme absurde est un processus qui va porter sur 5 000, 6 000 personnes, alors que pour la primaire de 2020, on était à beaucoup plus on était à 120 000, et que ça avait suscité un véritable espoir quelque part. Donc voilà, moi c'est ça que j'aimerais en fait. Vous-même, vous ne cachez pas que
s'il y a une primaire, vous serez candidate. Mais en tous les cas, évidemment, je m'interdis rien, mais je ne pose pas non plus ma candidature. En fait, chaque bataille l'une après l'autre, et je suis pas du tout sûre aujourd'hui ni d'être candidate, ni de ne pas l'être. En fait, aujourd'hui, objectivement, je n'ai pas de position. Et oui, alors déjà, je me rase pas devant la glace, ça doit m'aider, mais je n'ai réellement pas de position parce que je ne sais pas aujourd'hui quelle sera la situation politique de demain et d'après-demain. Et qu'en fait, par exemple, s'il y a une montée extrême une montée très importante de l'extrême droite, eh bien, sans doute aussi que ça changera quelques plans. Vous voyez, enfin, je trouve ça. Veut dire moi, je veux que la gauche gagne, qu'elle gouverne, qu'elle change véritablement les choses. Je veux que cet espoir-là naisse, qu'une écologie radicale, encore une fois, puisse émerger, mais je serai à la place où je serai la plus utile dans ce processus. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau, d'être passée par le studio de France Info Télé. Merci, Nathalie. On se retrouve demain et pour l'instant, vous avez rendez-vous avec les informés de France Info et Victor Matet. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.